ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Quitter son travail en un seul investissement avec Camille. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Camille. Camille est une Instagrammeuse, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut dire, en tout cas elle est sur Instagram, sur le compte Elle Investit. En l'occurrence, elle a investi en immobilier en tant que femme seule. Elle a réussi à construire, en tout cas de ce que j'ai cru comprendre, au moins un début de liberté financière avec l'investissement immobilier. On va découvrir tout ça ensemble. Elle a une super énergie, j'ai adoré et je me suis dit, franchement, c'est idéal. J'espère en tout cas que les femmes seules qui écoutent ce podcast, parce que je sais qu'il y en a et qu'elles sont nombreuses, ça va vous rebooster et vous donner envie de faire comme elle. Salut Camille, comment ça va ? Salut Dorine, ça va très bien. Merci pour cette super introduction, j'adore. Merci d'être là. En tout cas, je suis super contente. Je vais être honnête avec les auditeurs, je connais très très peu ton parcours immobilier, presque pas du tout. Donc ça va être l'occasion à la fois pour moi de te découvrir en même temps que les autres. Et puis on va partir. Alors je vais t'expliquer tout de suite sur le podcast. Nous, on démarre à l'enfance. Je sais, on part loin. C'est ma marque de fabrique, c'est que j'aime bien comprendre, je sais pas si c'est ma mère, elle était psy, alors je sais pas si ça a un rapport, tu vois, mais j'aime bien comprendre le contexte familial de la personne, où est-ce qu'elle a grandi, pour aussi comprendre le mindset, comment il a évolué, comment ont été tes déclics au fur et à mesure de ta vie, pour que les gens, ils arrivent vraiment à suivre ton cheminement. Parfait, j'adore le principe. Donc c'est parti Camille, où est-ce que tu as grandi ? Est-ce que tu as grandi en France ? Dans quel type de famille ? Pour exposer un peu ton contexte de départ dans la vie. Eh ben écoute, moi Dorine, je suis née en 1990. J'ai grandi dans une petite ville du centre de la France, une petite ville de 14 000 habitants, dans laquelle je suis restée de ma naissance jusqu'à mes 18 ans. Après quoi, je suis partie faire mes études ailleurs. Je suis fille unique. J'ai grandi dans une famille de la classe moyenne. J'ai toujours été très bonne élève à l'école et ça a son importance parce que ça a déterminé qui je suis devenue en tant qu'étudiante et quel type de salarié je suis devenue par la suite. Enfin, en fait, ça détermine le fait que je suis toujours rentrée dans le cadre, que j'ai toujours suivi les directives de la société, de l'éducation, de mes parents, etc. J'ai eu une enfance très, très heureuse, enfin très paisible. Voilà, j'étais entourée de toutes mes amies. L'école, j'adorais ça. Parce que j'avais la chance d'être bonne élève et de rentrer dans le cadre de ce que voulait l'éducation. Donc voilà, j'étais vraiment une enfant très curieuse, j'avais envie de tout comprendre, tout savoir, etc. Voilà un petit peu plus par rapport à mon enfance. Et tes parents, par rapport à l'investissement, quel était le contexte, on va dire, de mindset financier dans lequel tu as grandi ? Est-ce que c'était plutôt des parents économes ? Est-ce que c'était plutôt des parents dépensiers ? Est-ce qu'ils avaient investi à titre personnel ou est-ce qu'ils avaient peur de l'investissement ? Enfin, pour voir un petit peu le contexte global. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, je dirais clairement que mes parents ont toujours été très raisonnables avec l'argent. Plutôt, du coup, profil épargnant. Pas investisseur, mais épargnant. Et depuis toute petite, moi, je me rappelle, je sais pas quel âge j'avais, mais peut-être 5, 6 ans. C'est la première fois que je suis allée à la banque avec mon papa pour mettre de l'argent sur mon livret A. Donc, mes parents m'ont ouvert un livret à ma naissance sur lequel ils mettaient un peu d'argent tous les mois. Et en fait, dès que j'ai commencé à avoir de l'argent pour mon anniversaire, mon père m'a toujours dit, je te conseille de mettre la moitié sur ton livret A et de garder la moitié pour te faire plaisir. Et du coup, c'est vraiment un conseil qui m'a suivie toute ma vie, même encore aujourd'hui, tu vois, si je reçois de l'argent pour Noël ou autre, même si en soi, aujourd'hui, j'ai ma rémunération, je peux me payer ce que je veux, et cetera, je vais quand même mettre une partie de côté et je vais garder une autre partie pour me faire plaisir. Donc j'ai vraiment grandi avec ce mindset de on épargne un peu et on se fait aussi un peu plaisir, mais avant tout, on met de l'argent de côté pour sécuriser l'avenir. Donc j'ai vraiment eu cette éducation à l'épargne, par contre pas du tout une éducation à l'investissement. Mes parents n'ont pas investi, enfin ils ont acheté leur résidence principale, mais il n'y a pas eu d'investissement immobilier ou autre. Donc moi j'ai grandi avec l'apprentissage de l'épargne, mais pas celui de l'investissement par contre. Ok, ok, c'est très clair. Je vois le contexte. Et en termes de... ils étaient plutôt dans des cadres plutôt aisés comme situation, ou est-ce qu'ils étaient plutôt dans une situation pas aisée ? Enfin, tes parents, tu les situes comment ? Enfin, je sais pas si tu peux leur dire leur métier, mais pour avoir un ordre d'idée. Alors mes parents étaient tous les 2 dans la fonction publique, enfin mon père dans la fonction semi-publique. J'ai jamais très bien compris c'était
complètement privé ou complètement public. Classe moyenne. Après, j'ai eu la chance d'être fille unique, donc du coup, j'ai vécu classe moyenne, mais façon un peu plus. Enfin, voilà, j'étais seule, j'ai jamais manqué de rien, et cetera. Donc voilà. OK, bah, c'est très clair et donc, bonne élève, profil, je veux faire plaisir à tout le monde, je rentre dans le moule. J'imagine donc du coup tu approches, tu fais un bac, j'imagine Un bac S. un bac S, voilà comme, les gens ils te recommandent, donc tu rentres dans le moule, jusqu'au bout et Oui. ensuite qu'est-ce que tu fais comme études? Tu te dis: «Je vais faire quoi de ma vie?» quoi? À ce moment-là, tu Alors, bah, déjà, je pense que les questionnements commencent déjà au collège à ce moment-là où on commence à nous envoyer au CDI pour comprendre ce qu'on veut faire de notre vie. À ce moment-là, je ne sais absolument pas ce que je veux faire et en fait, ça me vient même pas à l'idée de me poser la question puisque les rares métiers qui pourraient un tant soit peu m'intéresser, à savoir moi je rêvais de devenir archéologue depuis que j'étais toute petite. Mais on m'avait très rapidement dit: «Ouh là là là, ça va être compliqué, il y a pas de travail, tu vas mal gagner ta vie. Puis tu sais archéologue, tu pars pas vraiment, voir les pyramides d'Égypte, hein. En réalité, tu t'occupes, des terrains de construction, de la mairie de ta ville et cetera pour faire des fouilles dans les sous-sols. Donc moi je me dis: «OK, c'est pas ultra séduisant et en plus, d'après tout ce que tout le monde me dit, il y aura pas de travail et je serai mal payée», donc j'ai abandonné l'idée. Et à partir de ce moment-là, j'ai fini par me dire: «Bon, puisque visiblement je suis pas capable de trouver un bon travail pour moi, et ben, je vais écouter les directives de mes profs, de mes parents, de l'éducation et cetera». Et donc ben, très logiquement, on m'a dirigée vers une filière scientifique puisque ça ouvrait des portes. J'ai eu mon bac avec mention, on m'a dirigée vers prépa puisque ça ouvrait des portes. Je suis sortie de prépa, on m'a dirigée vers une école de commerce puisque ça ouvrait des portes. Donc en fait, j'ai toujours suivi le chemin du: «Ne te ferme pas de porte, ouvre-en un maximum, comme ça tu choisiras ce que tu veux». Et aussi beaucoup la notion de: «Fais le plus d'études possible, essaie de monter le plus possible parce que qui peut le plus peut le moins». Et donc du coup, tu pourras toujours, si tu décides un jour, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais rétrograder, enfin rétropédaler, tu vois, revenir en arrière et faire un autre métier, mais ouvre-toi des portes un maximum. Donc voilà, bac S, prépa, école de commerce. Arrivée en école de commerce, je ne sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie. Je sais peut-être même encore moins que quelques années en arrière, tellement ça m'a chamboulée, quoi. Et donc je me dis: «Bah, qu'est-ce que je vais faire, pendant ma dernière année de master? Quelle spécialisation je vais prendre?» Et alors là, je me dis: «Bah, je vais prendre l'aspect qui va m'ouvrir le plus de portes». Donc je choisis de me spécialiser dans le conseil aux entreprises. Donc je termine mon école de commerce et septembre 2014, je rentre dans la vie professionnelle et donc je débute dans un cabinet de conseil chez EY plus précisément. Conseil durant lesquels, je vais enfin dans lequel je vais travailler pendant 7 ans, dans lequel je vais toujours pas me fermer de porte puisque quand on est consultant, en fait, on touche absolument à tout. Tout corps de métier, tout type de fonction et cetera. Donc en fait, ma vie a été un enchaînement d'ouverture de portes, quoi. Je ne me suis jamais spécialisée. je précise juste pour les gens, EY ça veut dire Ernst& et Young, pour que les gens sachent, ce que ça veut dire parce que je pense que EY, c'est un truc entre consultants, j'imagine, non? Non, EY, c'est le nom officiel depuis 2014. Ouais, Ah Ernst& Young, ouais! ça n'existe plus. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ah bah, je suis vraiment pas passée de mode moi, ça y est. OK. Mais tu as raison de le préciser parce qu'il peut y avoir des gens qui en ont entendu parler il y a 15 ans et qui du coup resituent pas, le Ouais, nouveau ouais, nom. ouais, ouais, les anciens, qui m'écoutent, on se comprend. OK, ça marche, j'ai bien compris et donc ça te plaît? Comment tu le sens sur ce travail-là? Comment tu vois les choses? Ça ne me plaît absolument pas et je l'ai toujours su. Même en école de commerce, tu vois, quand je commençais à comprendre les métiers qui s'ouvraient à moi à la fin de mon diplôme, il y avait rien qui me faisait battre le cœur, il y avait rien. Je le faisais vraiment par raison. En fait, je pense qu'au fond de moi, je savais que j'étais pas faite pour ça, mais j'arrivais pas à prendre conscience que c'était possible de trouver un métier qui me plaisait. Pour moi, le métier, le travail de manière générale, ça pouvait pas plaire un métier, ça pouvait pas plaire un travail. C'était normal de pas aimer travailler. Et du coup, ben, je me suis toujours dit: «Oh, c'est pas si catastrophique que ça quand même. Je suis dans un bureau, oui, j'ai des gros horaires, mais je fais pas un job, fatigant physiquement, je gagne quand même bien ma vie. En plus, ça me permet de voyager à l'étranger, j'adore voyager. J'ai des augmentations de salaire tous les ans. C'est un job qui socialement est bien vu, donc du coup, je me sens valorisée». En gros, je me disais: «Te plains pas trop quand même, c'est pas catastrophique». Mais je détestais ce que je faisais et je l'ai détesté dès le premier jour. Et en fait, je l'ai détesté tout en réussissant quand même à me dire: «Ça va». Et en fait, ça a duré 5 6 ans jusqu'à un jour où je me suis dit: «Non, ça va pas du tout là, je peux plus, je peux plus faire ça jusqu'à mes 65 ans, c'est impossible». Mais c'est attends, mais c'est incroyable, tu es restée 5 ans en poste, 7 ans en tout, mais 5 ans avant de prendre vraiment conscience que que ça ça pourrait allait pas pas. durer. OK. OK, ah oui, donc c'est quand même un certain temps, mais tu as réussi à gravir des échelons ou tu as senti que tu stagnais ou comment tu te sentais dans l'entreprise? Non, mais c'est ça qui est beau, en fait, dans le conseil, c'est que tu ne stagnes pas. Enfin, chaque année, tu as une augmentation en termes de poste et en termes de salaire. Sauf si vraiment tu ne fais rien, mais dans ce cas-là, on t'encourage à prendre la sortie. Mais si tu fais un minimum, qui était un minimum bon et moi, encore une fois, j'ai toujours été la bonne élève qui veut plaire à tout le monde. Donc même si j'aimais pas ce que je faisais,
je le faisais très bien, tu vois? Et du coup, bah, oui, chaque année, j'avais une promotion et cetera. Donc ça renforce encore un peu plus la cage dorée, tu vois? Ça renforce l'impression de: «J'aime pas ce que je fais, mais rationnellement, c'est pas normal, je devrais aimer ce que je fais», tu vois? Quand je parlais de mon job autour de moi et tout, les gens disaient: «Ah ouais, ça a l'air sympa, tu pars à l'étranger, tu travailles pour tel client, tu sais, des clients prestigieux, ah puis tu as quand même un bon salaire et puis ci et puis ça». Et du coup, comme je me vois aussi beaucoup au travers du regard d'autrui, au fond de moi, j'avais l'impression un peu d'être ingrate, tu vois? Je me disais: «Mais de quoi je me plains?» Enfin et voilà, c'est pour ça que j'ai mis du temps à prendre conscience que vraiment ça n'allait pas. Je comprends. Donc, je vois et du coup, tu habitais à Paris à ce moment-là, j'imagine ou? Ouais, en fait, j'ai vécu en France, j'ai travaillé un peu en Suisse et je me suis aussi expatriée à Hong Kong pendant de 2017 jusqu'à 2019. Pour le travail, En fait, c'est pas le travail qui m'a expatriée, c'est moi qui avais très envie de retourner vivre en Asie. J'ai fait une partie de mes études là-bas et donc du coup, j'ai quitté mon job en France et j'ai cherché un job à Hong Kong et voilà et je suis partie là-bas, pendant 2 ans. OK et ça, c'était pendant cette période de 5 à 7 ans, Ouais. OK, OK, donc je comprends tout bien et donc là, comment tu chemines dans ta tête en mode: «Mais c'est quoi ma porte de sortie?» Tu te dis: «OK, j'ai compris», enfin, mais ça, c'est un moment hyper important, hein, je le dis à l'audience. C'est le moment où tu décides déjà que tu es pas content de ta vie et qu'il faut que tu changes. Donc rien que déjà, c'est déjà le première étape et après se dire: «Bah, ouais, mais maintenant je fais comment je fais, quoi? C'est quoi mon plan?» En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une grosse prise de conscience en rentrant de Hong Kong. Je suis revenue vivre à Paris et donc là, je suis entrée dans un autre cabinet qui s'appelait KPMG. J'ai fait 2 ans chez eux et en fait, au bout d'à peine 1 an chez eux, je me rappelle, c'était fin 2019, j'étais sur une mission horrible. Ça a vraiment été la goutte d'eau. Une mission au fin fond d'une zone industrielle en Belgique, où j'étais là-bas pendant 3 mois. On était installés, je me rappelle, dans un hôtel qui était littéralement à 50 mètres, du siège social du client. En fait, notre client, enfin, je crois qu'il avait une vie de famille, mais il dormait à l'hôtel lui aussi. Et donc, en fait, ce qui fait que du petit déj de 7 heures du matin jusqu'au dîner à 22 heures, on était tout le temps avec le client, même à l'hôtel, et on parlait boulot, boulot, boulot. En plus, tu vois, c'était une mission de réduction d'effectifs, donc pas le truc le plus sympa du monde. Je suis restée 3 mois là-bas à n'avoir aucune vie personnelle, parce qu'en fait, quand tu rentres dans ta chambre à 22 heures et que derrière toi, tu as 15 heures de travail, en fait, tu n'en peux plus. Donc, j'avais le temps de ne rien faire. Pas de sport, j'avais pas le temps de passer des coups de fil, j'avais même plus envie d'écrire à mes amis sur WhatsApp. Quand je rentrais le week-end, j'étais épuisée, du coup, je passais mon temps à dormir. Et en fait, cette mission, ça a vraiment été le révélateur, tu vois? À l'issue de cette mission, je me suis vraiment dit: «Mais qu'est-ce que je fais là-dedans?» Et c'est aussi à l'issue de cette mission que je me suis dit: «Arrête de faire ta Calimero, il y a qu'une seule personne à qui tu dois en vouloir et c'est pas ton boss, c'est pas ton manager, c'est pas ton client, c'est pas la société, c'est pas tes parents, c'est toi-même. C'est toi-même qui, en ce moment, est en train d'accepter d'être consultant et tu acceptes toutes les conditions. Donc si ça te plaît pas, en gros, tu la fermes Camille et tu trouves un moyen pour te sortir de là». Et je me rappelle, j'ai vraiment eu cette révélation, c'était en novembre-décembre 2019 et ce jour-là, ce jour-là, vraiment le jour de la révélation, je me suis fait une promesse à moi-même et je me suis dit: «OK, dans 1 an, je quitte mon job. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais dans 1 an, je ne suis plus là. Le conseil, c'est terminé. Le salariat, c'est terminé. Le travail pour autrui avec des gens qui ont pas les mêmes valeurs que moi, pas les mêmes méthodes de fonctionnement, c'est terminé». Ah ouais, non, mais truc de dingue et ça, on était en septembre 2019 alors, tu dis? Non, décembre 2019, fin d'année 2019, ouais. Fin d'année, ouais, ouais. C'est toujours bien les bonnes résolutions, les machins, on se remet en question en décembre et Ouais. ouais, ouais, parce que là, on est en janvier quand on enregistre et ça me parle. Mais en fait, déjà, ce que je trouve génial, et ça, c'est important, c'est d'admettre qu'on est responsable de sa vie pleinement, quoi. C'est qu'à un moment donné, ça va 5 minutes, «Mais non, mais c'est pas de ma faute parce que si, parce que ça». En fait, être responsable, ça se décide, quoi. Donc tu décidé d'être responsable, Complètement, ouais, trop ouais. bien. On voit tous tes déclics et tout, c'est top. Donc ton déclic de la responsabilité et maintenant, je prends les choses en main, je me donne 1 an pour me sortir de là. Qu'est-ce que tu cherches comme piste pour sortir de là, en fait? Comment tu te dis: «Je vais y arriver»? C'est quoi tes premières idées au départ? Ouais, oh my god, au départ, ça a été compliqué parce qu'en gros, tu vois, c'est bien de prendre la décision de partir, mais après, il y a le concret et donc je me dis: «OK, je veux quitter mon job». Très bien. Donc ça veut dire que j'aurai plus de salaire. J'habite à Paris, j'ai un loyer à payer qui est relativement important parce qu'on est à Paris. Il faut que je continue à me nourrir, donc il faut que je fasse mes courses, j'ai quand même quelques frais et cetera. Comment je vais pouvoir passer de mon salaire actuel de consultante à rien? Il était hors de question que je vive sur mon livret A, enfin voilà, c'était impensable pour moi, donc j'ai commencé en fait, il y a eu très vite la question de l'argent qui s'est posée, tu vois? Comment je vais faire pour vivre? En fait, à ce moment-là, il faut bien comprendre que j'étais dans un tel épuisement physique et psychologique qu'il n'était pas pensable pour moi de tout de suite enchaîner avec un autre travail. J'avais besoin, pour une fois dans ma vie, de me poser et de réfléchir à qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de mes journées. Je sentais que j'avais besoin d'une période un peu tampon de 6 mois, de 1 an, de 5 ans, je savais pas, mais j'avais besoin de temps. J'avais enfin besoin, à 29 ans, à ce moment-là, j'avais 29 ans, de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce qui m'anime. Donc je savais pas comment faire.
Et en fait, ça m'est tombé dessus. Je me rappelle un soir, je rentre du travail, c'était toujours en décembre 2019, je rentre du travail, chez moi. Je rentre épuisée à la maison, j'allume la télé, chose que je fais très rarement et je zappe sur BFM, chose que je fais encore moins. Et ce soir-là, pile au moment où je zappe, je tombe sur l'interview d'un investisseur immobilier qui raconte, voilà, que c'est un ancien ingénieur, il a fait une école d'ingé, très rapidement, il s'est rendu compte que ça ne lui plaisait pas. Je me reconnais dans son parcours, même si je n'ai pas fait une école d'ingé et qu'en fait, très vite, bah, il a lâché son job et il s'est mis à acheter des maisons qui divisent, qui se transforment donc en immeubles de rapport et qui met en location et grâce à ça, bah, il a réussi à se dégager une rente qui lui a permis petit à petit de construire sa vie. Et je sais pas comment t'expliquer, Dorine, c'est la première fois dans ma vie où ça m'est arrivé, mais j'ai vraiment une sorte d'ampoule qui s'est allumée dans ma tête et je me suis dit: «C'est ça ta porte de sortie Camille, c'est ça ce que tu vas faire pendant cette année et dans un an, tu auras ta maison, tes appartements en location et c'est grâce à ça que tu vas réussir à vivre et à remplacer ton salaire». Ça a vraiment été une illumination pour moi, quoi. Ah trop bien! Trop bien et en plus, c'est trop marrant parce que en effet, nous, c'est pareil, on regarde pas la télé, et donc tu sais, le jour où tu te retrouves devant la télé, enfin, le hasard de dingue, Complètement. trop bien et là, alors, tu te dis quoi? Tu avais une notion un petit peu des mécanismes, de l'effet de levier, de la banque, tu avais des peurs, j'imagine, peut-être, qui étaient ancrées en toi sur le locatif? Enfin, ça a dû être, violent quand même de se dire, «Je vais faire ça, mais je pars de rien, quoi». En fait, à ce moment-là, je suis tellement dans une impasse que rien ne me paraît plus risqué que de rester dans mon job et peut-être que ça va paraître bizarre à beaucoup de personnes, ils vont se dire: «Mais l'investissement immobilier, c'est super risqué, franchement, je préfère rester dans mon job». Mais en fait, il faut comprendre qu'à ce moment-là, je suis tellement mal, mais vraiment, je suis malheureuse, tu vois? Physiquement, mentalement dans mon job, qu'on pourrait me demander n'importe quoi, il y aurait rien de pire que de rester dans ma situation. Donc oui, j'y connais rien en immobilier. Oui, ça me fait peur, même si j'y pense pas, mais ça me fait beaucoup moins peur que de rester consultante. Donc la première chose que je vais faire, en fait, l'interview se termine, je prends mon ordinateur, je cherche le nom de cet investisseur sur internet, je le trouve, je le contacte et je lui dis: «Je vais faire la même chose que toi, forme-moi». Voilà, grosso modo, ça s'est passé comme ça et en fait, cet investisseur est devenu mon formateur et c'est lui qui m'a formée à investir dans l'immobilier. Donc en plus de ça, tu vois, j'ai suivi un cadre, bah, chapeautée par une personne en qui j'avais toute confiance parce que j'avais vu 10 minutes d'interview de sa part sur BFM TV. Donc ça m'a beaucoup rassurée et c'est comme ça que je me suis lancée. Trop, trop bien et au final, tu en étais contente de ton accompagnement? Ça t'a aidé quoi? Ouais, j'en étais très contente. En fait, je l'ai fait grâce à lui, ouais, je l'ai fait. Donc en fait, toutes les promesses ont été remplies. J'ai réussi à investir, point. Donc oui, je suis très contente d'être tombée sur lui. Je suis très contente d'avoir osé me lancer aussi. Je suis très contente de l'avoir fait. J'ai probablement pas fait le meilleur investissement possible, hein. Comment dire? Je suis sûre qu'il y aurait plein de trucs à optimiser. Si je devais le refaire une deuxième fois, je le ferais différemment. Mais ça a apporté ses fruits. Grâce à ça, j'ai pu quitter mon job et c'est tout ce qui comptait pour moi. Mais tu sais que c'est énorme parce que en ce moment, moi, je fais pas mal d'appels découvertes avec des auditeurs du podcast, etc., pour nos accompagnements, justement. Et c'est intéressant d'en parler. C'est la capacité à se dire, je vais pas le faire toute seule, mais je vais être accompagnée par quelqu'un qui l'a déjà fait. Et même moi, hein, quand je le dis, hein, pour me faire accompagner en entrepreneuriat, parce que bah, nous, on s'était lancé sans accompagnement en immobilier à l'époque. Mais même là, pour me faire accompagner en entrepreneuriat, c'est d'avoir le mindset d'investir sur soi-même en se disant, en étant coaché, oui, ça me coûte de l'argent, mais ça va me permettre d'avancer. Enfin, comment tu avais ce mindset? C'était naturel pour toi d'investir sur toi ou ça a été quand même quelque chose de fort comme moment? En fait, j'ai pas eu le choix au sens où 2 choses. J'y connaissais rien en IMO, je savais très bien que j'étais pas capable d'acheter une maison seule pour la diviser, enfin j'en étais incapable. Donc d'une, j'avais pas les connaissances et de 2, j'avais pas le temps. Je m'étais fait la promesse de quitter mon job dans un an, j'avais pas 10 ans à y passer à bouquiner, tous les livres possibles. Il fallait que ça aille vite. Donc en fait, très rapidement, je me suis dit: «Bah, rationnellement, je peux pas le faire seule. Il faut que quelqu'un le fasse pour moi, m'apprenne à le faire». Donc bah, je me suis pas posé beaucoup de questions. Trop bien, en mode fonceuse, déterminée, quoi. Ouais, clairement. Et donc là, comment tu fais en fait? J'imagine, parce que c'est ça qui est toujours un peu compliqué, c'est que quand tu un formateur, souvent il a une façon de faire. Donc du coup, tu as calqué sa façon de faire? Ou est-ce que tu t'es reposé des questions en te disant: «Attends, est-ce que je fais exactement comment il fait?» Donc s'il faisait de la division, de maison, OK, je fais de la division de maison. Lui faisait de la longue durée ou de la courte durée? Un peu des 2, mais ils préconisent beaucoup la courte durée. OK, donc en fait, tu t'es dit: «Bah, je fais pareil, quoi». Tu t'es pas posé 50 questions? Si, j'ai quand même pris sa stratégie. Je me suis dit, rationnellement, «Est-ce que ça me parle?» et cetera. «Est-ce que je le sens?» Et en fait, la stratégie était tellement claire, bien expliquée et cetera. Enfin, c'est pas compliqué. Tu prends une maison, tu la divises, tu la mets en courte durée. Voilà et tout était aligné dans ma tête et au-delà de ça, en fait,
Et je pense que c'était une sorte de coïncidence. À ce moment-là, je me rappelle, j'avais été invitée à l'anniversaire d'un pote d'école de commerce. Et à cet anniversaire, il y avait quelqu'un que j'avais pas vu depuis des années, qui était un ancien de mon école aussi, que j'ai recroisé. Et en fait, il s'avère que c'était un investisseur IMO. Donc en fait, il est re-rentré dans mon cercle à ce moment-là et je l'ai aussi beaucoup challengé par rapport aux enseignements de mon formateur, tu vois. À chaque fois que mon formateur me disait un truc et je me disais, je sais pas trop si je le sens, je l'envoyais à cet ami, je dis, t'en penses quoi? Et du coup, ça m'a quand même permis d'avoir 2 visions différentes sur une stratégie et du coup de créer un petit peu, moi, mon point de vue, ce que j'en pense, ma propre stratégie. Même si en réalité, ça colle à 95 avec celle de mon formateur. Trop bien, trop, trop bien. Et donc là, ce que tu as fait, c'est que tu t'es dit: «Go, je me lance» mais tu as réussi à le faire en 1 an? Alors non, non, parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. Mais je OK. pense que sans le Covid, ça l'aurait fait. J'ai mis 1 an et 4 mois, un truc comme ça, 1 an et 5 mois, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'achète la formation fin décembre 2019. Je pars en vacances de Noël, je reviens et là, je commence mes recherches de ville, mes visites. Fin janvier, j'ai trouvé un bien et j'ai signé. Ah ouais. J'ai fait 2 jours et demi de visite, 2 samedis complets et je crois que c'était un mardi après-midi en pleine semaine. J'ai visité 15 biens. Je visitais 15 biens et c'était bouclé, tu vois? En fait, j'y suis allée encore une fois de manière j'avais 1 an pour le faire. J'y suis allée de manière efficace. Je me suis dit: «J'ai pas envie que mes visites, elles durent pendant 6 mois et que je me déplace dans une ville pour visiter 2 biens. Si je me déplace, c'est minimum pour en faire 6 et à la fin du jour, il faut au moins que j'ai fait une offre». Donc du coup, j'ai fait 3 offres en tout. Il y en avait une qui a été acceptée. À la fin du mois de janvier, on avait signé, contre-signé et cetera. Et donc, bah, là, c'est déroulé, les plans, le prêt. À ce moment-là, le confinement est arrivé. En fait, c'est au moment du prêt que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Bah, parce que les banques étaient enfin, tout était figé, quoi. Donc au final, mon prêt, plutôt que de l'avoir en, mai, bah, je l'ai obtenu en septembre. OK. Les travaux ont enchaîné et puis, bah, les choses se sont faites comme ça. Je le raconte, d'une manière très fluide. Il y a eu des soucis, il y a eu des problèmes, hein, mais en tout cas, j'étais vraiment en mode, il me reste 1 an à travailler. Je sais que cette année va être horrible. Quitte à ce qu'elle soit horrible, bah, allons-y, rajoutons plein de trucs, tu vois? Et je me mets à fond dans mon projet immobilier et s'il faut que je bosse, 2 heures de plus tous les jours sur mon projet, tant pis, je le fais même si j'ai déjà des journées horribles. Je veux que ce soit derrière moi. Je veux que dans 1 an, tout ça, ce soit fini. C'était vraiment ma mentalité à ce moment-là. Je me suis dit: «Quitte à perdre une année de ma vie encore dans le conseil, autant bien la perdre et faire d'autres trucs à côté». Et donc, toi, à ce moment-là, tu habitais à Paris. Ouais, Donc pour acheter une maison à diviser, j'imagine que tu as dû t'excentrer un petit peu. oui, bien sûr. C'était quoi ta stratégie par rapport parce que je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui nous écoutent et donc c'est toujours la question, c'est: «Ouais, mais je cherche où? C'est trop cher à Paris, machin». C'était quoi ton plan? Bah, après, ça dépend de la stratégie. Moi, ma stratégie, c'était pas une stratégie patrimoniale avec une plus-value dans 30 ans. C'était vraiment une stratégie de cash flow immédiat. Donc, je savais très bien que Paris ou la région parisienne, c'était pas possible. Donc, moi, j'avais fait le choix, en fait, de tracer un cercle autour de chez moi de 2 heures, accessible en transport, que ce soit en voiture ou en transport en commun, et de venir chercher dans ces villes qui soient localisées dans ce cercle, sans prendre en compte le fait que je les connais, je les aime bien, je les aime pas, j'ai de la famille, j'ai des amis. Non, rationnel, vraiment rationnel de A à Z. Je trouve une ville avec plus de X habitants à tant de temps de chez moi, avec tel et tel critère, tel prix du mètre carré et j'y vais. Point. Et ça se fait comme ça. Et je précise juste, moi je te parie parce que tu dis: «Ouais, j'ai pas fait un patrimonial, j'ai cherché le cash flow», mais je suis certaine qu'en termes de valeur, patrimoniale, ça a quand même augmenté. Enfin, c'est juste pour dire, c'est que en fait, je sais pas si c'est le cash flow ou le patrimonial parce que des fois les gens ils disent: «Ouais, mais je vais sur un patrimonial pour la plus-value, nin mais c'est pas rentable». Je fais: «Non, mais en fait, en réalité, dans la vraie vie, même si tu trouves un truc rentable avec du cash flow, ça va monter», tu vois? Je veux dire, enfin bon bref, je dis ça comme ça me faisait penser à ta phrase. Surtout si tu rénoves le bien, que tu le transformes, etc. Mais c'est juste que j'ai bien conscience que si j'avais investi la même somme dans un studio à Paris, parce que j'aurais probablement pu acheter qu'un mini studio, dans 30 ans, la plus-value aurait sûrement été plus importante. Sauf que là, avec mon bien, oui, je vais probablement faire la plus-value, mais en plus de ça, j'engrange du cash flow pendant Ouais. mes 20 ans de remboursement. Donc oui, il n'y a pas photo pour moi, mais j'entends que d'autres personnes prennent d'autres stratégies. Mais ouais, et en plus, ce qui est génial aussi, enfin, mais je le souligne, mais c'est que parce que moi, je le vois tout le temps, en fait. Moi, je le vois avec les personnes que j'appelle, et cetera, les coachés. Je le vois tout le temps, c'est le côté: «Ouais, mais c'est dur, j'ai pas le temps», et en fait, une fois que tu as pris ta décision parce que moi, je le comprends tout à fait parce que moi, ça m'a vachement parlé quand tu m'as dit, le côté: «J'ai touché le fond». Enfin, tu as pas dit le mot «j'ai touché le fond», mais tu savais qu'en fait, tu étais pas loin du fond, tu vois? Clairement. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais en fait, c'est exactement ce que j'ai vécu et que quand tu arrives au stade où tu sais que ta vie, elle est pas viable, la situation dans laquelle tu es, elle est juste pas viable, bah, d'un seul coup, tu te mets à repousser toutes les limites que tu as en disant: «Bah, maintenant je me bouge
et tant pis, c'est pas confortable, j'y vais le samedi, je suis crevée, j'aimerais bien me reposer, regarder Netflix, mais en fait non, là, je vais faire mes visites. Et en fait, c'est l'énergie un peu du survivant quoi, qui se met en place quoi, tu vois? Ouais, l'énergie de la détresse. Ouais, non, mais c'est ça, hein, enfin, c'est triste d'en arriver là, tu vois, pour devoir faire ça, mais oui, c'est ça, clairement. Trop bien. Et donc, ton plan, quand tu parlais de division, donc tu as trouvé une maison, est-ce que tu fais des divisions officielles ou pas complètement officielles? Alors, il y a pas de notion, pas légale ou légale, les 2 sont possibles. Parce que comme tu fais de la location courte durée, c'est pas grave si c'est pas officiellement découpé avec les compteurs électriques et cetera. Donc c'est une question un peu technique, que moi je me pose. Tu Ouais. t'es cassé la tête à faire des vraies divisions officielles? Ou est-ce que tu t'es dit: «C'est bon, de toute façon je suis en location courte durée, donc j'ai pas besoin de me prendre la tête, je peux avoir un seul compteur électrique»? Alors moi, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai gardé mon seul compteur en mettant des sous-compteurs dans chacun des appartements. Mais par contre, comme encore une fois, je suis la bonne élève qui veut rentrer dans les clous, j'ai appelé absolument tous les organismes, les impôts, l'URSSAF, pas l'URSSAF, mais l'urbanisme, le cadastre, et cetera, pour leur dire ce que je faisais, tu vois? Pour leur dire: «Je fais ça, je le fais comme ça, est-ce que c'est bon?» Tu vois? Je sais pas, j'avais besoin d'être rassurée et ils m'ont dit: «Bah oui, il y a pas de problème, en fait, la seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de revendre l'énergie. De toute façon, à partir du moment où tu fais de la courte durée, il y a pas cette notion de revente d'énergie et quand même tu fais de la longue durée, ils m'ont dit: «Vous ferez un forfait», et cetera. Enfin voilà, je me suis vraiment rassurée par rapport à ça et la seule chose que en fait, j'ai pas voulu mettre sur la table les billets pour faire une division électrique, donc j'ai préféré rester comme ça et je me suis dit: «La seule raison pour laquelle je le ferai, c'est si un jour je décide de vendre unitairement mes logements dans mon immeuble, là, je serai obligée de faire, de faire poser des compteurs. Mais à ce moment-là, je le ferai avec la trésorerie que j'aurai accumulée au fil des années». OK. Non, mais super. Enfin, voilà, je pense à des questions techniques, comme ça, qui me viennent, Ouais. mais OK. OK et donc tu as fait visuellement, quand tu rentres quand même dans ta maison, tu as l'impression que c'est des studios ou je sais pas des c'était quoi ta stratégie? C'est des studios séparés? Tu as fait des petites surfaces, dans ta maison? Alors, il y a un peu de tout. J'ai donc c'était, une maison sur, 3 étages, enfin un rez-de-chaussée, un premier des combles et j'ai fait 5 logements, 3 studios et 2 T2. Donc il y a bah, j'ai créé également, bah, les parties communes, le local poubelle et cetera, le couloir d'entrée, les différents paliers. Voilà et après, bah, il y a 2 logements au rez-de-chaussée, un T2, un studio. Il y en a 2 au premier étage, 2 studios et les combles, en fait, ont été emménagés dans le plus grand logement et c'est un joli style. OK, OK et là, donc tu as fait ça, tu as géré les travaux. Comment tu as fait pour les gérer, les travaux à Ouais. distance? Alors les travaux, c'est génial, hein, parce que tout le monde me dit: «Mais pour gérer les travaux, il faut être tout le temps sur place et cetera». Alors non, en fait, j'en suis la preuve vivante. Mes travaux se sont déroulés pendant l'un des énièmes confinements, donc de toute façon, je ne pouvais pas y aller. Donc je n'ai jamais mis les pieds sur mes travaux, enfin sauf le jour de la livraison où on venait d'être déconfinés et en fait, j'avais une chef de chantier et c'est elle qui tous les mercredis, on se faisait un call sur WhatsApp et en fait, en vidéo, elle me montrait la maison, elle me pointait du doigt, bah, tous les dépassements de budget, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui finalement s'était bien déroulé, et cetera. Et en fait, on a fait comme ça. Et moi, ça me convenait très bien parce qu'elle était efficace, elle savait les infos dont j'avais besoin, elle m'envoyait les photos, et cetera. Donc c'est vraiment elle qui a complètement chapeauté mon chantier. Et comment tu as fait pour la trouver alors cette, super, C'est un enchaînement de coïncidences. Parfois, je me dis que j'ai une bonne étoile et en fait, parfois, je me dis que c'est juste la vie, quoi, et qu'il faut être un peu ouverte. En fait, quand j'ai commencé à faire les visites, dans ma ville, j'ai fait une visite avec un agent IMO qui venait de se reconvertir. C'était un ancien architecte. En l'occurrence, j'ai pas du tout acheté sa maison, qui pourtant était très intéressante, mais il voulait absolument pas négocier le prix. Donc j'ai fait les visites avec lui et on s'est quand même bien entendu, même s'il a refusé mon offre, on s'est quand même très bien entendu et il savait ce que je voulais faire et il m'avait proposé de relire mes plans de division. Il m'avait dit: «Comme ça, je vérifie la faisabilité technique et cetera de ce que tu fais». Donc il a relu mes plans, de manière totalement, gratuite, vraiment en tant que conseil d'amis et en fait, après, il m'a mis en relation donc moi, je lui ai demandé, je lui ai dit: «En tant qu'ancien architecte, est-ce que tu connais des artisans de confiance?» et cetera et c'est lui qui m'a mis en relation avec, bah, cette chef de chantier qui avait du coup tous ces différents corps de métier. Donc en fait, ça a été que un peu des rencontres et qui se sont faites, bah, de fil en aiguille. et donc cette dame-là, la chef de chantier, c'était une maître d'œuvre qui chapeautait des sous-traitants? C'est ça? Ou Ouais. c'était pas une employée d'entreprise, c'était plutôt une maître d'œuvre, qui coordonnait les choses? Ouais, en fait, elle avait 2 casquettes entre guillemets. Certains de ses artisans étaient dans sa société et d'autres, en effet, étaient ses sous-traitants. Donc elle avait un petit peu les 2 à la fois OK. et en fait, il s'avère que, cette femme, dont je suis complètement admirative, donc elle a cette casquette-là, mais aussi elle a aussi la casquette de directrice d'agence IMO. Donc elle est vraiment dans le milieu IMO et quand elle a compris ce que je voulais faire, elle m'a dit: «Écoute, tu vas faire de la courte durée, tu vas pas pouvoir t'en occuper toi-même, tu vas pas pouvoir les nettoyer. J'ai envie de lancer un service de conciergerie. Est-ce que ça te chauffe, qu'on tente avec ton immeuble?»
Et du coup, bah, en fait, elle me suit de A à Z. C'était ma chef de chantier aujourd'hui, c'est la chef de ma conciergerie et c'est elle qui s'occupe de mes apparts. Et au final, elle les connaît presque mieux que moi parce que c'est elle qui a chapeauté le chantier, tu vois? Et du coup, elle me suit depuis, 3 ans, 3 ans et demi. Attends, mais en plus, c'est génial parce que en plus, quand elle je sais pas si elle le savait déjà peut-être dans sa tête, au fond d'elle quand elle faisait les travaux, mais du coup, tu as intérêt à bien les faire. Parce que Ouais, tu sais que si tu as des problèmes, c'est toi qui vas devoir les gérer, donc autant que tu fasses super bien tes travaux pour qu'il y ait pas de soucis, quoi. clairement, ouais. Trop bien, trop, trop bien. Donc en gros, les étoiles se sont alignées, quoi. Enfin, c'était quand même pas mal ce projet et donc tu as un peu de «retard» entre guillemets sur ta livraison. Oui. Mais est-ce que tu te dis: «OK, avec 5 apparts, est-ce que je peux en vivre?» Est-ce que tu es arrivée au stade où tu t'es dit: «Je suis libre financièrement avec juste ce bien» ou est-ce que c'était encore un peu ric-rac? Comment ça s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant même, de choisir cet immeuble, avant même de me lancer dans l'IMO, au moment où j'ai décidé de quitter mon job, j'ai pris mon Excel. J'ai fait un bon vieux tableau de consultant. J'ai écrit toutes mes dépenses, tout ce qui était incompressible et je suis arrivée à une somme et je me suis dit: «OK, factuellement, j'ai besoin de cette somme-là pour vivre», tu vois? Donc c'était une somme bien plus restreinte que mon salaire parce que je me suis rendue compte qu'il y avait plein de choses que je pouvais diminuer, compenser et cetera. Donc je suis arrivée à une certaine somme qui était 1 500 €, pour être tout à fait transparente et je me suis dit: «OK, il faut que j'arrive à générer 1 500». Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de suivre cette stratégie immobilière-là parce que je savais qu'en achetant un studio et en le mettant en location, jamais je pourrais faire ça. En faisant une colocation, j'aurais encore un petit peu de mal. Donc en fait, de fil en aiguille, de toute façon, j'ai pas eu le choix de faire un immeuble de rapport avec beaucoup de logements, enfin plus de 4 logements, pour réussir à faire ça. Et du coup, j'ai réussi. Ça a fonctionné pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai fait de la courte durée. J'aurais pas eu le même rendement en location longue durée. Et la deuxième, et c'est vraiment le point clé sur lequel ma stratégie repose, c'est mon différé. J'ai obtenu un différé de 3 ans. En fait, je me rappelle très bien, ma courtière, elle est arrivée avec 2 offres de prêt. Il y en a une qui était, très intéressante et je pense que beaucoup de gens auraient pris cette offre-là. C'était une offre avec un taux, moins élevé. C'était une offre sur 25 ans avec 6 mois de différé. C'était séduisant, tu vois? L'offre sur 25 ans, petite mensualité. Elle est arrivée avec une autre offre sur 15 ans avec un taux un peu plus élevé, mais avec 3 ans de différé. J'ai pas hésité, j'ai pris les 3 ans de différé. Parce que moi, ce dont j'avais besoin, je voulais quitter mon job. J'avais besoin de beaucoup d'argent tout de suite, mais pas de beaucoup d'argent dans 10 ans. Parce qu'en gros, je me suis dit: «OK, mes travaux, ils vont grignoter 6 mois de différé, il va me rester 2 ans et demi». 2 ans et demi, je savais au fond de moi que c'était suffisant pour me retourner. Je savais qu'en 2 ans et demi, je réussirais à trouver ma voie, je réussirais à trouver une autre manière de générer de l'argent. Donc je me suis dit: «Je préfère prendre le différé de 3 ans, même si après j'ai que 15 ans de remboursement et que j'ai un taux un petit peu plus élevé, bah, tout simplement pour me laisser cette liberté de 2 ans et demi à pouvoir toucher, mes rentes tous les mois et à pouvoir vivre. Et du coup, ça m'a permis vraiment ça m'a permis d'avoir cette liberté-là et d'enchaîner sur autre chose, de créer ma boîte par la suite et finalement, j'ai même pas eu vraiment besoin des 2 ans et demi de différé parce que j'ai lancé ma société. Elle a mis bien 1 an, ouais, plus d'1 an avant de me permettre de vivre et donc au final, là, tu vois, mon différé vient de se terminer il y a quelques mois, mais ça fait déjà 1 an que je vis sur ma société, donc au final, j'aurais même pas eu besoin des 2 ans et demi. Et quand j'en parle, la plupart des gens me disent: «Mais pourquoi tu as pas pris la première offre?» et cetera. Ou alors certaines personnes me disent: «Oui, mais toi, ça compte pas, tu as eu un différé». On s'en fiche. Ce qui compte, c'est de mettre en place la stratégie, le projet avec les leviers qui te correspondent à toi. Là, dans l'immédiat, je m'en fiche de faire moins de cash flow. Tant pis si mon remboursement est sur 15 ans, j'ai plus besoin de cet argent-là. J'en ai eu besoin pour reconstruire ma vie. Je l'ai eu pendant 2 ans et demi, ça m'a suffi. Point. Non mais excellent et en plus, moi j'adore parce que, bah, j'en parle justement, souvent. C'est le côté où en réalité pour devenir libre financièrement, tu as plusieurs options. Tu as le mode 100 IMO et là tu dois être une brute de l'IMO et tu dois quand même faire beaucoup d'IMO et tu as l'option combinée entrepreneuriat et immobilier qui est une belle option et c'est celle que tu as choisie du coup. C'est de à la fois l'IMO, il sécurise tes arrières. Tu t'es pas dit: «Tiens, je vais toucher le chômage pendant 2 ans et lancer ma boîte». Non, tu t'es dit: «Je vais faire, quelque chose de construit, pour, quand même préparer ma retraite, m'assurer des revenus plus que confortables et de pas, entre guillemets, que me reposer sur le chômage» et avoir le confort de lancer sa boîte avec, des revenus complémentaires, C'est voilà ça. et en plus de ça, moi, je sais pas ce que tu as ressenti, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. C'est que l'immobilier, c'est un petit bébé entrepreneuriat, tu vois? Enfin, je sais pas, ça prépare psychologiquement à l'entrepreneuriat parce que pour la première fois, tu es «responsable» entre guillemets de tes propres clients qui sont tes locataires, que, ça te place dans une posture de: «Je vais devoir chercher du monde». Enfin, je sais pas comment toi tu as vécu les choses, comme transition? Ah mais je suis complètement d'accord, mon immeuble, c'est un business, hein.
Franchement, j'ai un comptable, j'ai des sous-traitants, ah ouais, non, mon immeuble, c'est un business et oui, ça m'a mis et je crois que j'étais pas prête à ça. J'avais pas conscientisé que ce serait un business et au final, c'est en mettant les pieds dedans parce que moi, avant, quand j'ai quitté mon job, jamais je pensais devenir entrepreneur. C'était pas pour moi, tu vois? Trop risqué, trop, tu vois? Entrepreneur, ça rapporte pas d'argent, personne n'arrive vraiment à en vivre, enfin voilà, entrepreneur, c'était pas pour moi. Je savais pas dans quoi je voulais me reconvertir, mais pas entrepreneur et en fait, bah, ça m'a mis les 2 pieds dedans. Mon immeuble s'est mis en location et là, je me suis dit: «Bah, en fait, je suis en train de gérer une activité» et je me suis dit: «Bah, en fait, ça me plaît, puis en fait, je suis pas si mauvaise à faire ça» et je pense que c'est ça qui m'a aussi préparée potentiellement à lancer ma boîte derrière, lancer mon activité de service. Parce que ça ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que tu disais, ça a mis 1 an et 4 mois et tu étais encore en poste Oui, et tu pas eu le petit côté: «Attends, j'ai encore de la capacité d'endettement, j'en refais encore un avant de partir»? si, j'avais même recommencé des visites pour en faire un deuxième. Et en fait, il y a plusieurs choses qui me sont venues dans la tête en même temps. En fait, je me rappelle très bien. Au moment de quitter mon job, tu vois, en fait, j'ai quitté mon job un tout petit peu avant que mon projet se termine. Il restait 2 mois. En fait, les travaux venaient d'être terminés. J'en avais encore pour 2 mois d'aménager, créer les annonces, faire les photos et cetera. J'aurais pu rester en poste et faire ça à côté. Sauf que ça faisait déjà, plus de 4 mois que mon année s'était écoulée. Donc je me disais: «Camille, il faut que tu tiennes ta promesse». En fait, je me rappelle très bien, j'étais arrivée au bout et je me disais: c'est pas si horrible. Allez, je peux peut-être tenir 2 mois de plus et pourquoi pas 6 mois de plus et pourquoi pas 1 an de plus? En fait, il y a un moment où je me suis dit: «Ouh là là, tu es en train de retomber dans l'ancien mécanisme du c'est confortable d'avoir un CDI, un salaire, après tout» et là, je me suis dit: «Non, tu t'es fait une promesse à toi-même, tu la tiens, tu quittes ton job. Oui, tu pourrais en faire un deuxième. Oui, tu pourrais continuer encore un peu pour mettre de côté, mais non, tu te lances maintenant» et ce que je me suis dit, en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «Rationnellement, ce premier investissement va me permettre de vivre, pas de faire des folies, mais de payer le minimum. Si je veux réinvestir dans l'IMO, je le ferai dans quelques années, je le ferai dans 3 ans, je le ferai dans 5 ans. Peut-être que pourrais même le refaire dans 2 ans, on sait jamais ce que je trouve, tu vois? Donc je me suis dit: «Non, à partir de maintenant, arrête de te mentir à toi-même, lance-toi». Trop, trop bien, mais t'as trop raison, hein, parce que ça me parle parce que quand tu dis ça, Cyril et moi, c'était exactement ça. On était: «Non, mais on se refait encore un petit peu de trésor, allez 6 mois de plus pour être sûr». Mais mais nous, en Ouais, l'occurrence, on a un petit peu traîné avant de quitter nos boulots parce qu'on était là: «Oui, mais si jamais les travaux dépassent», tu vois? trop Parce que c'est dur, tu vois, de sauter le pas. Et puis après, nous, on était 2, donc on a pu se permettre qu'il y en ait un qui quitte, l'autre qui reste encore un petit peu pour renflouer un peu la trésorerie et sortir en décalé, tu vois? Enfin, il y a eu 1 an, on va dire, de flottement où il y en a un qui s'est arrêté, pas l'autre, tu vois? Mais ouais, ouais, je ouais. comprends. Mais c'est dur de sauter le pas. Mais bon. OK, Ouais, OK. c'est dur, ouais, complètement concrètement, c'est en fait, ce qui est dur, c'est que quand tu sais que ta porte de sortie, elle est prête, tu te sens soulagée, donc tu te dis: «Oh bah, en fait, je peux continuer». En fait, j'étais plus dans la même détresse qu'1 an et demi avant où je savais pas comment partir. Là, je savais comment partir, je pouvais partir du jour au lendemain, donc je me disais: «Bon, je vais peut-être rester un peu plus». Et il y a un moment, je me suis dit: «Non, non, 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 mauvaise chose, tu pars maintenant». Mais à ce moment-là, quand tu pars, tu te dis quoi? Parce que tu avais quand même mûri au niveau de l'entrepreneuriat ou tu étais vraiment en mode: «Je vais me recentrer, ça se trouve, je vais devenir prof de yoga», enfin, je dis n'importe quoi, hein, mais peu importe, Ouais, mais tu ouais. t'es dit: «Ça se trouve, je vais complètement rechanger ma vie, je vais faire le tour du monde». Enfin, je sais pas, tu avais une vision un petit peu de ce que tu voulais faire quand même quand tu as arrêté ton job? Non, parce qu'en fait, je ça faisait plus d'1 an que je continuais à être consultante et que je faisais mon projet. J'avais plus de jus de cerveau disponible là, même ma capacité de réflexion, elle était à néant, tu vois? En gros, pendant 1 an et demi, j'étais en mode robot, j'effectue un maximum d'actions, je fais tout. J'avais pas du tout le temps de me parce que moi pour enfin, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais moi pour réfléchir, il faut que je me pose, il faut que je prenne le temps de m'ennuyer, il faut que j'ai du temps, tu vois? Faut qu'il se passe 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, que je prenne du temps pour me dire: «Ah, et pourquoi je ferais pas ce truc-là?» Et là, j'avais pas eu ce temps-là. Donc il fallait que je quitte mon job et que je me laisse du temps pour ne rien faire, pour petit à petit réapprendre à m'écouter, à comprendre ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, à me questionner, pour faire revenir ma curiosité que j'avais perdue aussi. J'avais besoin de temps. Trop bien. Et je ne savais absolument pas que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Absolument pas. À ce moment-là, je ne savais pas ce que je voulais faire. À ce moment-là, pour être honnête, je me disais: «Bah, pourquoi je reprendrais pas des études pour devenir archéologue ou alors, pourquoi je deviendrais pas fleuriste en disant: «Bon, j'adore les plantes et cetera». Je sais que ça va c'est pas parce qu'on aime les plantes qu'on devient fleuriste, tu vois ce que je veux dire? En gros, je me disais et je me rappelle à ce moment-là, j'avais un plan que j'ai pas fait. Je m'étais dit: «Je vais aller voir, plein de gens différents, plein de petits commerçants dans la rue et je vais leur demander s'ils veulent bien me prendre, pour, regarder ce qu'ils font pendant 1 semaine». Je m'étais dit: «J'irai voir le boulanger, j'irai voir la fleuriste, j'irai voir, le prof de sport» et en fait, je m'étais dit: «En faisant tous ces trucs-là, je vais peut-être pas forcément me dire: "C'est absolument ça que je veux faire", mais dire: "Ah ça, j'aime bien ça dans son métier. Ça par contre, j'aime pas. Elle, dans son métier, j'aime bien cet aspect-là" et je m'étais dit: «Comme ça, je vais peut-être réussir à construire qui j'ai vraiment envie de devenir». Au final, je l'ai pas fait parce que très rapidement, l'entrepreneuriat est arrivé.
Trop bien, mais non, mais c'est hyper clair. En tout cas, ça me parle vachement ce que tu racontes. Moi aussi, j'ai eu ce moment-là. Bah, après, moi, c'était un contexte différent parce que nous, on avait des enfants, j'étais enceinte. Alors, j'avais le côté où, juste aussi, j'avais envie d'avoir un an off, tu sais, juste pour m'occuper de mes enfants, accoucher tranquillement, pas remettre mon bébé à 2 mois et demi à la crèche pour reprendre le boulot. Et tu sais, juste me dire, attends, je prends un an. Et j'ai mis un an et demi avant de. J'avais acheté le micro du podcast. J'ai mis un an et demi entre l'achat et l'enregistrement et la publication du premier épisode, tu vois. Et ça a mis tout ce temps pour cheminer, pour me dire, mais qu'est-ce que je veux faire? Ah ouais, le podcast, ça me fait quand même kiffer, mais j'ose pas, alors je réfléchis. Puis je savais aussi que le moment où j'allais me lancer, bah, je pourrais pas faire un truc qui dure 3 semaines et puis après je change d'avis, tu vois. J'étais en mode, j'ai pas envie de perdre du temps et de faire la girouette qui tous les 3 mois a une nouvelle idée, tu sais, parce que moi j'ai un peu cette tendance. Donc moi j'avais la conscience que j'avais cette tendance, donc je préférais me dire tu commences rien tant que t'es pas sûr. Parce que si tu commences, tu vas au bout, quoi. Je comprends complètement. Et donc l'entrepreneuriat, t'es tombé dessus comment alors au final? En fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est passé à peu près 6 mois entre le moment où j'ai quitté mon job et où j'ai lancé mon activité. Tout l'été, 2021 et tout l'automne 2021 et à ce moment-là, je ne sais pas ce que je veux faire, mais j'ai, alors, je sais pas si enfin, j'imagine que c'est chez beaucoup de gens qui quittent leur job et qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, mais j'ai une grosse peur qui apparaît, la peur de manquer d'argent, tu vois? J'ai l'argent de l'immeuble qui tombe. Alors encore une fois, j'ai 1 500 € par mois, donc c'est pas non plus des milliers et des mille. Ça me suffit pour vivre, mais enfin, mon ancien salaire avant était de 3 300 € net par mois. Autant te dire que je réduis de moitié. J'ai une énorme angoisse, tu vois? Je me dis: «Mais imagine, je sais pas, imagine, j'ai une folie pour faire du shopping, j'ai besoin d'acheter des vêtements», enfin, le genre de choses qui n'arrivent plus, hein, mais je dis: «J'ai besoin d'argent, quoi». Donc en fait, je commence à me dire: «OK, comment je peux, mettre du beurre dans les épinards?» Et à ce moment-là, je tente plein de petits jobs. Je donne des cours de français en ligne, je fais de la figuration dans un film, je monte un blog sur le bien-être en pensant le monétiser. Je réponds à plein d'enquêtes en ligne, de sondages qui me rapportent 8 € par 8 €. Enfin, en plus, c'était en dollars, c'était un site américain. 8 $ par 8 $. Tu sais, je compte les euros, quoi. Mais mine de rien, ça me permet d'avoir chaque mois à peu près 200 à 300 € de plus. Donc, c'est pas rien, tu vois. Enfin, moi, j'avais 1 500, avoir 300 € de plus tous les mois, j'étais bien contente. Et du coup, ça me permettait de faire un petit peu plus de largesse. Et au bout d'un moment, je me rappelle fin 2021, début 2022, mon ancien coach qui m'avait formé me recontacte et il me dit qu'il serait très, très intéressé pour que je devienne son bras droit. Parce qu'en gros, il y a de plus en plus de gens qui veulent être formés par lui, mais il se rend compte qu'il n'arrive pas à capter les femmes. Parce que les femmes ne se reconnaissent pas dans son profil, etc. Il sait ce que j'ai fait, il sait comment je l'ai fait, il connaît mon parcours ultra carré, consultante et tout. Il me dit, j'aimerais bien que tu sois mon bras droit et que tu t'occupes vraiment de donner envie aux femmes, de coacher les femmes et d'avoir ce côté plus féminin, entre guillemets. Et donc moi, déjà, je suis trop flattée, tu vois. Je me dis, oh, une opportunité et tout, ça me plairait bien, pourquoi pas. Le fait que je sois quand même à mon compte pour le faire, ça me séduit beaucoup parce que je peux contrôler mon temps de travail, mon lieu de travail, quand est-ce que je travaille, et cetera. J'en parle autour de moi et moi je me dis: «C'est génial» et cetera et en fait tous mes potes n'ont pas du tout la réaction à laquelle je m'attends. Ils me disent: et moi je me dis: «Pourquoi?» En fait tous mes potes me disent: «Mais franchement Camille, ce qu'il te propose de le faire, fais-le toi-même. Enfin là, il est en train de te entre guillemets, il va te filer qu'un pourcentage de la commission, tu vas pas du tout toucher les mêmes revenus, mais fais-le toi-même, lance-toi. Tu as les compétences pour, tu as déjà fait de la formation dans l'entreprise avant pendant longtemps, tu sais de quoi tu parles, et cetera. Lance-toi». Et à ce moment-là, donc j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui me le disent: «Moi, j'y crois pas. J'y crois pas, j'ai pas assez confiance en moi, je me sens pas légitime». Et donc ils commencent par me dire: «Bah, crée-toi un compte sur les réseaux, parle-en et tu verras comment ça prendra». Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai décidé de lancer le compte Elle Investit début 2022 parce qu'autour de moi, on m'avait encouragée à le faire. Mais moi, franchement, niveau de confiance à ce moment-là, c'était genre 20 quoi. Je savais pas où je mettais les pieds, je me disais, OK, j'ai 3 4 idées de poste, mais il va se passer quoi une fois que ce sera fait? J'aurai plus rien à raconter. Les gens, ils s'en fichent de mon parcours. Donc en fait, j'y suis allée pas à contre enfin, sans envie, mais sans vraiment légitimité et sans confiance. Et en fait, bah, les choses se sont faites petit à petit parce que je me suis rendue compte que ce que je disais, c'était utile pour certaines personnes. Tu vois, j'avais des gens qui venaient me voir et qui me disaient: «J'ai bien aimé ton post la semaine dernière, ça m'a fait prendre conscience de ça». Ou alors, «Le conseil que tu nous as donné sur, comment faire ses plans pour la division, ça m'a aidé à faire ça». Et à ce moment, je me suis dit: «C'est vraiment utile ce que je raconte». Et c'est comme ça que je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi pas, quoi?» Et vraiment, déjà ce que je disais concrètement par les 10 mots d'investissement, de mon parcours, d'entrepreneuriat, d'investissement au féminin, ça me plaisait et surtout, ça me permettait d'avoir la liberté de contrôler mon temps de travail, où est-ce que je travaille, combien de temps je travaille, et cetera. Et en fait, je me suis rendue compte que ma liberté, c'était le plus important et que l'entrepreneuriat me permettait d'avoir cette liberté. OK, bah, j'ai tout compris.
Merci beaucoup Camille, en tout cas, c'était génial tout ce que tu nous as partagé. En tout cas, tu nous as fait rêver. Enfin, je pense en tout cas que l'audience va adorer tout ce que tu as raconté. Ça va leur parler et ça va vraiment aussi leur faire prendre conscience que, en fait, tu démarres. C'est ce que je dis toujours, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça a de mettre déjà la première pierre. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui vont s'enchaîner dans ta vie que tu vas pas contrôler, que tu peux pas anticiper, mais qu'en fait, ça change une vie de se lancer dans l'investissement immobilier. Bref, c'est ma petite conclusion. Et Totalement donc, d'accord avec toi. est-ce que tu peux dire aux personnes qui t'ont adoré, qui ont aimé ton parcours, ton énergie, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour te suivre? Où est-ce qu'elles peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux? Si elles veulent te contacter, te poser des questions, comment est-ce qu'elles peuvent faire? Concrètement, venez me voir sur le compte Instagram l.investi. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, à venir me parler. Je reste, je reste rapide dans mes réponses et surtout accessible. J'aime parler avec les gens, je vous réponds rapidement et cetera. Donc ça me fera très plaisir, d'engager la discussion avec vous et puis, ouais, vraiment j'insiste, si vous avez n'importe quelle question, juste me dire, «J'ai écouté ton podcast, ça m'a fait plaisir» ou «J'ai écouté ton podcast et j'ai pas aimé». Venez me voir. Non, mais c'est peu probable ça. On sait jamais. Ouais, ouais. Non, mais attends, je dis à l'audience, hein, vous venez pas embêter mes invités, hein, parce qu'après, sinon, ils vont plus venir. Ok, non, mais super. Bah, merci beaucoup, Camille. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Comme ça, des personnes qui peuvent aller directement sur ton compte et aller te suivre, ce sera avec plaisir. Avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup. Et puis, à une prochaine. En tout cas, c'était un grand, grand plaisir de papoter avec toi. Merci à toi, Dorine. Merci pour l'invitation. J'ai adoré. Franchement, ça me fait plaisir de rencontrer ta communauté via ce podcast. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Salut, salut. Salut.